Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue au 308 et pour cette 8e table ronde des Jeudis du Réemploi, du coup co-organisée par le GPV et l'Ordre des Architectes. Ce soir, ça va être du coup axé sur la mise en œuvre avec les artisans et qui pour nous était quand même un point essentiel à travailler sur cette thématique du réemploi qui est avant tout les personnes qui mettent en œuvre tous ces beaux chantiers et projets. Et donc c'est pour ça qu'on voulait axer cette soirée-là sur ce thème. Et donc le thème, c'est comment faire pour concrétiser les ambitions, mise en œuvre du réemploi avec les artisans. Bonsoir à toutes et à tous. Alors avant de laisser la parole à nos intervenants, je voulais partager avec vous une anecdote. Au mois d'octobre dernier, j'étais sur un chantier qu'on va vous présenter tout à l'heure. C'est l'ancien collège des Lules, qui est devenu la bibliothèque de la Benauge. J'ai rencontré un menuisier qui était en train de fabriquer et de concevoir une rampe d'accès en bois de réemploi pour faire passer les chariots de livres entre la réserve et la salle des lecteurs. Et je me demandais, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait pour lui le réemploi, s'il avait l'habitude, si dans les marchés, il avait l'habitude de répondre à ça, si les maîtrises d'ouvrage le formulaient ainsi, ce que ça changeait pour lui. Et il m'a répondu quelque chose de très simple que j'avais envie de vous partager ce soir. Il m'a dit « Du bois, c'est du bois ». Bon, on a discuté ensuite. Bon, l'idée, c'était vraiment de nous expliquer ou de m'expliquer que, en fait, lui, il avait un savoir-faire, il avait de l'expérience, il connaissait le matériau et il était en mesure, en fait, de comprendre les propriétés de ce matériau et de le mettre en œuvre de manière appropriée. Donc, c'est un peu ce qu'on va explorer ce soir en poussant un peu la nuance, évidemment, avec différentes entreprises qui nous rejoindront sur scène avant. Et avant de commencer, on voulait vous proposer de rencontrer 2 réseaux d'artisans. Avec Jean-Yves Labatte, qui est président de la CAPEB Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir. Et Evangelia Montarnier, architecte et urbaniste à la CMA, Chambre de métier et d'artisanat de la Gironde. Merci. Bonsoir. Jean-Yves, je vous donne la parole. Merci. Oui, donc Jean-Yves Labatte, je suis donc président de la CAPEB Nouvelle-Aquitaine et je suis maître artisan plâtrier dans les Landes à côté de Dax. J'ai une activité qui est essentiellement basée sur le patrimoine, donc église, château, monuments historiques. Enfin, j'ai œuvré plutôt là-dedans. Donc malheureusement, du réemploi, moi personnellement, j'en ai pas fait beaucoup, mais par contre, j'ai beaucoup fait de restauration. Juste pour vous dire, la CAPEB, pour ce qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu plus de 7000 adhérents sur... on va dire 65 000 entreprises en Nouvelle-Aquitaine à peu près. Vous dire que sur ces 7 000 entreprises, 80% de nos entreprises ont moins de 4 salariés. Donc c'est vous dire, les structures que l'on a sont des toutes petites entreprises. Voilà, donc pour ce qui est du réemploi, nous avons quand même des artisans dans le secteur qui savent... je dirais, se positionner sur ce marché-là. Je pense aux couvreurs, aux tailleurs de pierre, je dois en oublier un, oui, les métalliers aussi, qui peuvent déposer, stocker, reposer. Ça, c'est des choses qu'ils savent faire, notamment, là encore, dans des chantiers patrimoine. Donc là-dessus, je dirais, on a une petite part de présence à ce niveau-là. Pour ce qui est, je dirais, des matériaux, on n'a pas tous les matériaux qui sont réemployables. Le souci, on a des matériaux comme l'électricité, les matériaux isolants. Là, la filière, elle est beaucoup plus compliquée pour réemployer ce type de matériaux. Mais bon, on y travaillera peut-être dans le futur et on trouvera peut-être des solutions. Pour ce qui est, je dirais, de la philosophie des jours à venir, je pense qu'il sera nécessaire de bien accompagner l'ensemble des chantiers. Tous ces projets de déconstruction qu'il va y avoir, il va falloir les accompagner au mieux pour deux objectifs. Je dirais le premier, c'est d'optimiser au maximum les ressources dans la déconstruction. Et le second, c'est aussi... je dirais, former les entreprises parce qu'on aura besoin qu'elles soient formées.
Pour cela, je dirais, je me suis appuyé aussi sur des chiffres qui sont de la cellule économique régionale de la construction, pour vous donner une petite idée de comment se positionne le réemploi et la récupération des ressources. Nous avons 49 plateformes sur la Nouvelle-Aquitaine qui représentent 934 tonnes de mémoire de récupération de ressources. Et sur ces 934, il y en a 530 qui ont été réutilisés d'après les éléments que j'ai. Donc, ce serait super que ce chiffre soit à 100% utilisé par les artisans. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On n'est pas dans le jeu, puisque plus de 80% des produits ont été réemployés par des particuliers. Et alors, pourquoi on a ce souci-là ? Je dirais tout simplement parce que nous, les entreprises, les artisans, on rencontre quelques difficultés, 3 notamment. La première, elle est surtout administrative concernant le recalibrage et la requalification de certains matériaux qui sont, je dirais, susceptibles d'être réemployés. Ça, c'est le premier point. Le second point, je dirais, vous êtes tous bien placés là. Quand on a un CCTP, il faut qu'on respecte les DTU, les normes NF, les avis techniques, les règles d'art et j'en passe. Donc là, nous avons une nouvelle contrainte. Et puis là aussi, l'autre point, c'est, je dirais, la partie assurance où on engage notre responsabilité. Et donc, l'aspect décennal est des fois un peu compliqué. Donc, je dirais que c'est un peu les 3 freins qui nous embêtent un petit peu dans la démarche du réemploi pour nous, les petites entreprises. Par contre, il est clair d'une chose, la CAPEB soutient à 100%, je dirais, la démarche. Il est clair que dans la mesure où ce sera fait d'une façon, je dirais, réaliste et responsable et opérationnelle, on a, je dirais, 5 priorités. La première, c'est de sécuriser nos matériaux. La seconde, c'est de simplifier l'intégration des produits dans les chantiers. Il y a des fois des freins sur certains chantiers. Structurer la filière, assurer, je dirais, la visibilité économique et enfin nous associer, je dirais, au dispositif de réemploi. Et tout cela, on est aidé par 2 programmes, je dirais Ambre et Spirou, qui pourront nous aider à, je dirais, avancer dans cet objectif de 5% qui est fixé dans la loi AGEC ou de ce qu'il en reste de cette loi. Voilà, c'était un peu ce que je pouvais vous dire, je dirais, d'un point de vue artisan de la CAPEB pour la Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Du coup, Evangelia, si tu peux nous présenter aussi notamment le programme que vous avez mis en place à la CMA. Oui, avec plaisir. Mais tout d'abord, je souhaite remercier l'Ordre des architectes. C'est notre maison d'architectes aussi, puisque je suis architecte et urbaniste. L'Ordre des architectes et le GPV pour cette très très belle initiative, pour cet atelier ce soir. Inviter la Chambre des métiers donc, et de l'artisanat de la Gironde de venir présenter, de venir dire ce qu'elle fait en partenariat pour ces entreprises. Une chambre de métiers et de l'artisanat, c'est un grand organisme, si vous voulez. Je le dis pour mes confrères architectes, parce que souvent, vous ne savez pas comment cela fonctionne. Je vais être très rapide. Un petit peu que, comme nous, architectes, nous avons l'ordre des architectes, où nous sommes inscrits, vous êtes inscrits pour ceux qui pratiquez, et bien aussi à la chambre des métiers, c'est quelque part l'ordre officiel où chaque entreprise, elle s'inscrit, elle a un siret, un numéro, etc. Et donc, la Chambre des métiers en général de l'artisanat, elle a pour vocation d'accompagner les entreprises à la fois sur la création et tout le long de la vie donc, de l'entreprise. Ici, au niveau de la Gironde, nous en avons autour de 60 000 entreprises dans différentes, on va dire, sections, le bâtiment bien sûr, qui représente pratiquement presque 50%,
à peu près. Après, nous avons les services, la production et les métiers de bouche et autres. Donc, vous voyez, c'est quand même, ça représente une économie au niveau local très important. Et l'artisanat, c'est la première entreprise en France. C'est ça qu'il faut donc ne pas négliger. On a d'excellentes entreprises. À ma droite, M. Labatte, qui est maître artisan d'ailleurs, une excellente entreprise. Et nous avons donc, par la sorte, des pépites qui font des très très belles choses. Une chambre des métiers n'a pas pour vocation, depuis une quinzaine d'années maintenant, avec le changement donc, des lois, de faire de la formation. Donc, au niveau de la chambre des métiers donc, de la Gironde, nous ne faisons pas de formation, nous faisons une sensibilisation, toujours en partenariat avec la CAPEB, avec la FFB, avec d'autres partenaires. D'ailleurs, je suis très, très heureuse de voir ce soir des partenaires qui nous ont accompagnés. Je salue Fred André, merci de votre présence. Par cette association, la Chambre des métiers a mis en place, et j'aimerais donc vous parler simplement de cette initiative, qui est une première en France, une première dans le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat, qui est on va dire, un parcours, une sensibilisation. Et je pense que ça fera aussi, ça fait date déjà, puisque d'autres chambres de métiers souhaitent mettre en place la même chose, puisque Paris, qui est vraiment la centrale, nous a demandé de passer les programmes et de voir comment peut-on donc les reproduire. Et je répète, c'est une sensibilisation. Donc, on a mis en place un genre d'atelier, c'est un jour par mois. Nous aussi, ça s'appelle les jeudis. Ce ne sont pas les jeudis du réemploi, ce sont les jeudis de la reconstruction. Et on a travaillé, donc, si vous voulez, avec les partenaires ces thèmes pour avoir auprès de nos entreprises qui ont suivi donc, ces rencontres une vision à 360. C'est-à-dire, quand on a fait ces ateliers, et nous en avons dans la salle des entreprises qui ont suivi donc, ces rencontres, on a eu plusieurs thématiques. On a commencé, vous le voyez donc affiché au niveau du programme, avec une table ronde où on avait à la fois les bailleurs, on avait Aquitanis, on avait Domo France, on avait l'Ordre des architectes, le GPV, on avait une cité, enfin les gens qui font aussi la chaîne de construire, les commanditaires qui intéressent justement nos entreprises, qui donnent les marchés, parce que toute cette sensibilisation, justement, comme M. Labatte le disait tout à l'heure, ce sont des nouveaux marchés qui s'ouvrent et on les voit bien. Et je pense tout à l'heure au niveau des échanges, nous allons voir qu'une entreprise, elle est amenée, elle doit être obligée aussi d'avoir des références, des connaissances sur ces thématiques, qu'elles soient le réemploi, que ce soit la déconstruction, que ce soit les matériaux biosourcés, géosourcés et autres. Donc, dans ces jeudis que nous avons menés, à partir du mois de mai jusqu'en décembre, on a abordé plusieurs thèmes. Donc, on a travaillé sur les matériaux, sur la mise en place de la paille, de la terre, mais toujours, c'était vraiment des petits ateliers très, très courts. On a eu une quinzaine à peu près d'entreprises au niveau de la Gironde. Et je salue aussi le représentant de Bordeaux Métropole Rive Droite, puisque c'était un programme qui a été financé par l'OIM Rive Droite. Et sans eux, on n'aurait pas pu donc, concrétiser ces programmes. Et on a eu un appui très soutenu de la part du GPV, Rive Droite, Maxime Derrien, que je remercie de tout cœur, et puisque ce partenariat avec la Chambre des métiers a été vraiment très fructueux, et je suis sûre que ça va donner aussi une suite sur d'autres thèmes. Donc, on a fait ces ateliers donc, le 3e jeudi de chaque mois jusqu'en décembre, sur les thématiques donc, que vous voyez au niveau du programme. On a
eu des visites. Ici derrière, je vois c'est Arsac, le chai de Monsieur Dufour. On a visité Copébat, pour ceux qui connaissent les sièges de Copébat avec les confrères de Moonwalk qui l'ont réalisé, qui sont venus nous expliquer comment ils ont démonté, remonté, comment ils ont fait. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'il y aura des témoignages de nos artisans qui ont participé sur ça. Donc, si vous voulez, c'était vraiment du concret. Ce n'était pas théorique. Ils ont pu voir comment on prend un matériau, comment on les met en place, comment on les démonte. On a pu voir justement les problèmes des assurances, parce que ça, c'est un problème. C'est un frein. Et c'est grâce justement au GPV qui a lancé donc ce travail avec cette étude que vous avez donc mis à disposition des artisans, artisanat, réemploi et assurantiel, comment ça fonctionne. Et donc, on a fini en décembre avec la remise d'une attestation qui est une reconnaissance pour les entreprises donc, qui ont suivi, une quinzaine, je le répète. Par la suite, on a eu un thème qui était donc la brocante avec le GPV à nouveau, au mois d'avril, Oriane, si je ne me trompe pas, voilà, qui a regroupé les artisans qui voulaient vendre le reste de leur stock. Donc, on a pu comme ça vraiment faire un balayage, à la fois tout matériau, je déconstruis, je prends les matériaux, où est-ce que je les mets? Il y a une plateforme, on a visité donc la base de réemploi, ils ont pu voir la plateforme de stockage. Enfin, vraiment, on a décortiqué les projets de construire quelque part, sous forme de différents exemples. On a vu les collèges Jacques Ellul, à Bordeaux-Bastide, par exemple, où on a vu une partie de construction Néo-Éco. Néo-Éco, il est par là, dans la salle, qui nous a montré donc, comment ils ont mené ça. La reconversion de ces collèges à une médiathèque éphémère avec des matériaux de réemploi qu'on a vu tout à l'heure. Alors, Evangélia, il ne faut pas que tu divulgues tout, parce qu'il y a des gens qui vont en parler donc, après. Excusez-moi, je suis passionnée par mon sujet. Tout ça pour dire, je pense que nous croyons profondément que nos entreprises vont prendre donc ces virages. De toute façon, ils n'auront pas les choix. De plus en plus, dans les marchés publics, maintenant, il y a des clauses précises. Et je laisserai la parole après aux spécialistes qui sont impliqués dans ça, donc qui vont les confirmer. Et donc, la Chambre des métiers, elle est prête d'accompagner avec les partenaires, parce que quand on est seul, on marche tout doucement. Quand on est en équipe, on va beaucoup plus vite et sûrement. Et encore merci de cette invitation, de ces partenaires qui sont là, de la CAPEB qui est à ma droite, avec qui on a toujours très bien travaillé, et moi en particulier, qui est une technicienne. Et donc, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Labatte, maître artisan, et je dis chapeau, parce que vous faites des très très belles choses à Dax. Et voilà. Merci. Merci Evangélia. Je vais vous inviter à vous asseoir dans le public et rester là parce qu'on aura peut-être des questions pour vous après. Et je vais faire monter sur l'estrade nos 4 entreprises que je repère voilà, ici. Donc bonsoir et merci de venir parler de vos projets. Donc Sylvain Larouille, si vous voulez lever la main. Ça va, ça passe sur le canapé? Je reste là. De Pyrénées Charpente, donc entreprise de charpente, Fabrice Bernard, il y a un fauteuil rouge, si tu chef de secteur chez SPI Batignolles, donc entreprise générale, Clément Gauthier de la société EPL, donc de société entreprise de plomberie, et Thibaut Chedeville, officine du réemploi, donc atelier de design et de menuiserie, basé à la base du réemploi. Et on va commencer par Clément. Si tu peux nous parler d'EPL et du coup comment vous êtes rentré dans le réemploi, les maîtrises d'ouvrage avec qui vous travaillez et votre démarche. Bonsoir à tous. Bon, effectivement, j'ai plus grand-chose à dire. Tout a été divulgué, donc bon, j'ai essayé de bâtir quand même mon développement. Alors, EPL, c'est une PME de 30 salariés. C'est une entreprise de sanitaire, de plomberie, chauffage-ventilation. Et historiquement, en fait, EPL fait du réemploi en déposant et reposant ces éléments. C'est quelque chose que nous faisons en lien avec nos clients, donc Incité, Aquitanis, Domo France et BMA. Et puis notamment, que je vais développer dans mes exemples, c'est quelque chose que nous développons très fortement avec les collèges, les lycées, sur lesquels nous avons des grosses opérations de réemploi. Ce réemploi, en fait, il est fait totalement sur le sanitaire, parce que ce sont des éléments qui sont très facilement réemployables. Parce qu'un élément sanitaire, un lavabo, un WC, c'est un élément qu'il faut réhabiliter, réemployer esthétiquement, mais il n'y a pas vraiment de souci technique. Alors, je vous l'ai mis, il y a quelquefois des remises en état esthétiques,
et du remplacement d'accessoires, comme des éléments de fixation pour les WC, des mécanismes de chasse. Mais c'est quelque chose qui est à la fois, qui est vraiment assez simple pour nous. Et c'est pour cela nous avons toujours considéré que c'était important de proposer ça. C'est vraiment un élément de proposition aux clients, aux maîtrises d'œuvre. Donc je vous ai présenté ce que l'on est en train de faire avec EPL. C'est un chantier que je gère en tant que conducteur de travaux. C'est un chantier pour BMA au lycée Gustave Eiffel, dans lequel en fait nous remettons en état PMR le lycée, l'entièreté du lycée. Et donc nous avons aujourd'hui une trentaine d'éléments en fait dans lesquels nous avons la capacité de déposer pour reposer. Ce qui est assez c'est la première fois qu'on a autant d'éléments en fait quand même à réemployer. D'habitude on est plus sur 5-6 éléments. Vous voyez aussi le chantier Copébat que nous avons réalisé en tant qu'entreprise CVC, donc avec un technicien qui est en train de réemployer. Merci Oriane pour la photo. Donc voilà, historiquement EPL a une capacité de réemployer. Pourtant, ce qu'on essaie de développer depuis 2 ans, c'est le sourcing de matériaux de réemploi, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher au-delà des chantiers, au-delà de ce que nous déposons, reposons, d'aller plus loin en fait, d'aller avec des AMO ou nous-mêmes avec notre excédent de matériaux déposés, on va aller donc les nettoyer et les stocker. Vous avez l'exemple de la brocante des matériaux que nous avons participé à la brocante avec des lavabos, ces mêmes lavabos en fait qui ont été nettoyés et des éléments PMR. Voilà. Non, pardon. Un exemple de tout ça, ça a été en 2025 avec La Fabrique, pour La Fabrique, une résidence Lorenzane avec collectif Cancan. Donc nous sommes allés chercher en fait des lavabos, 3-4 lavabos au CHU de Libourne que nous avons déposés, nettoyés et réemployés sur la résidence Lorenzane. Et puis un WC qui était sur place, un WC PMR qui était lui au sein de la résidence Lorenzane que nous avons réutilisé en fait pour le siège de Copébat. Décidément beaucoup de Copébat. Mais voilà, c'était des expériences nouvelles pour EPL dans ce processus de sourcing de matériaux de réemploi, mais très intéressant en fait dans le lien avec l'AMO, avec d'aller plus loin en fait que son chantier et de changer de dimension un peu dans ce réemploi. Et comme je vous disais dans ce début de cette seconde partie, c'est l'idée de développer cela et d'avoir la capacité de nous stocker pour nous-mêmes, pour nos chantiers, ou de stocker pour d'autres entreprises en fait. Voilà. Et tu as encore un petit peu de temps, Clément, si tu veux. Est-ce que tu veux nous dire si c'est accessible aussi vous êtes une entreprise de taille moyenne. Est-ce que un artisan qui serait tout seul... Oui. En fait, c'est totalement... je serais assez... pour moi, la réponse, elle est simple. C'est faisable, en fait. Cette dépose-repose, elle est assez simple dans le cadre où c'est vos matériaux que vous reposez. Donc, c'est entre vous et vous-même. C'est des produits que vous réutilisez. Le côté sourcing, d'aller chercher en fait, des éléments sans Cancan, on n'aurait pas pu le faire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la capacité, moi en tant qu'entreprise CVC, en tant que conducteur de travaux, je n'avais pas du tout la capacité d'aller chercher ces éléments et de savoir. Pareil pour le siège du Copébat. En fait, c'est intéressant parce que c'est avec ce monsieur ici, on s'est rencontrés en fait, sur le dossier de Lorenzane, et c'est lui qui m'a fait part du projet de réemploi de ce VCPMR, enfin de cette réutilisation du VCPMR. Donc, le premier point, il est assez simple à mettre en œuvre. Le second point, il y a une réalité de si on est seul, si on est un artisan, c'est pas tellement possible. Il faut vraiment être entouré. Mais bon, les chantiers, de plus en plus, on répond à des marchés publics. De plus en plus, en fait, nos chantiers sont des AMO. On en rencontre de plus en plus. C'est un écosystème qui se crée, qui nous entoure, qui nous accompagne. Et donc c'est ça, je pense que dans le futur, les artisans seront totalement concernés par ça. Merci Clément, on parlera du futur tout à l'heure. Fabrice, SPI Batignolles, entreprise générale. Est-ce que vous avez l'habitude de pratiquer du réemploi? Et est-ce que tu peux nous présenter le fameux projet de l'ancien collège Ellul et de la nouvelle médiathèque? Alors,
SPI Batignolles, moi je fais partie d'un service qui s'appelle Présence et les travaux de proximité chez SPI Batignolles. En fait, c'est un peu une PME dans le groupe. En fait, on fonctionne de la même manière que les artisans. Donc beaucoup de travaux de réhabilitation, principalement pour ma partie. Et donc là, on a eu l'occasion d'avoir un condensé un peu de tout ce qu'on pouvait pratiquer pour nos lots en réemploi. Et c'était vraiment très intéressant. Donc en préambule, on l'a un peu présenté, ce chantier. Donc c'était une maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole avec une maîtrise d'ouvrage déléguée qui était le SRIA, ARA Architecture en tant qu'architecte. Et donc on a piloté 2 macro-lots, un gros œuvre étanchéité et un lot corps d'état secondaire. Donc secondaire qui comprenait la plâtrerie, menuiserie, réhabilitation des menuiseries intérieures, chaudronnerie et peinture et sol. Voilà. Donc voilà, bon, les intervenants, je les ai un peu énumérés. Donc, alors, la particularité sur ce chantier-là, c'est que, ça va être un peu plus détaillé par la suite, c'est que l'ensemble des lots étaient impactés avec des prescriptions de réemploi pour l'ensemble du chantier. Donc nous, on a eu de la chance parce que c'était un chantier test aussi pour nous, de manière aussi conséquente en termes de réemploi, ou aussi cadré. J'en ai fait pour ma part pour la Poste, dans du bancaire aussi, où il y avait un certain cadre, mais c'était relativement limité. Et là, pour le coup, c'était un peu une expérience pour nous, dans le sens où c'est pas toujours le cas. Donc, le réemploi, c'est assez large. On pourra, pour la suite des échanges, détailler ce qu'on peut réemployer et la provenance des matériaux surtout. Et là, pour le coup, la provenance, elle était sur place. Donc là, il y avait vraiment notre banque matériaux de réemploi qui était à disposition. Pourquoi ? Parce que cette bibliothèque, c'est le tiers, on va dire, des volumes du bâti de l'ancien collège Ellul. Donc, c'était intéressant parce qu'on avait du volume sur place et aussi du volume de matériothèque et aussi du volume aussi pour stocker. Donc après, quand on avait tout ça, on n'avait pas forcément tout énuméré dans les choix des matériaux. Il y avait une belle prescription qui a été faite et après, on a été quand même pas mal accompagné par Neoeco par rapport au choix des matériaux et ce que l'on pouvait en faire. Donc, les exemples types, par exemple, on avait les graviers des toitures terrasses dans notre lot étanchéité. Pour le coup, on les a lavés, retravaillés, nettoyés et aussi complémentés avec aussi ceux qu'on a pu récupérer sur les bâtiments démolis. Donc après, on avait aussi, ce qui était assez délicat, on avait toute cette partie faux plafond parce que cet ancien collège, il a été dormant pendant quelques années. Et pour le coup, ça nous a fait un petit peu peur au départ parce que du faux plafond, comme on fait en réemploi, les dalles qui sont humides. Donc il y avait quand même une belle prescription au départ, il y avait un volume dédié. Ça n'a pas été simple. Aussi, après je vais l'expliquer, c'est pas pour le visuel après, parce qu'effectivement, l'exploitant, il veut dire, quand il voit une partie neuve et il voit du réemploi, c'est pas tout à fait dans le visuel la même chose. Donc il faut aussi éveiller les consciences par rapport à ça. Donc pour cette partie faux plafond, on en a réemployé quand même 370 mètres carrés sur un volume, c'est à peu près la moitié, moi j'ai à peu près le zoning, même s'il diffère en exécution, c'est à peu près le volume en verre qu'on a pu faire sur l'ensemble de la bibliothèque. Donc c'était avant tout déjà faire l'inventaire de tous ces matériaux, ça commence par ça, c'est-à-dire sur un chantier comme ça ou même pour les autres, c'est vraiment faire inventorier tout ce qu'on peut récupérer et aussi prévoir les volumes compensatoires dans le sens où quand on réemploi, c'est forcément de l'occasion, ça a une vie et il y a de la perte. Donc là, c'était la partie des faux plafonds. Ensuite, il y avait une particularité assez sympa. Donc ARA avait fait une projection 3D initialement sur une œuvre d'art. Donc ça, c'est le hall de l'accueil, en fait, qu'on a fait en réemploi avec tout l'ensemble, une partie des blocs-portes de toutes les salles des collèges, en fait. Voilà, c'était des blocs-portes à âme pleine. Donc pour la partie concernant cette... alors c'est une œuvre d'art, c'est... une écaille de tortue, voilà. C'était bon. Donc ça c'est le rendu qui finalement nous a pas mal surpris parce que ça correspond pas mal à la vue 3D initiale. Donc déjà pareil, il a fallu déjà présélectionner les portes qui n'étaient pas trop abîmées, les stocker, les préparer, les repeindre. On a profité aussi, nous, on a été aussi pas mal impliqués avec Neoeco. Pourquoi ? Parce que, par exemple, tout ce qu'on a fait, on a devancé le réemploi. On en a fait plus que ce qui était
programmé initialement. Dans le sens où on s'est dit, on a des blocs-portes, pourquoi pas faire notre cantonnement de chantier qui était prévu à l'intérieur des locaux existants. Donc on a fait notre base vie et les séparatifs à partir de ces blocs-portes. Et on a récupéré également le mobilier. Oui, ça aurait été bête d'aller chercher autre chose, donc ça a été validé et on a avancé comme ça. Une autre, Oriane, tu parlais de cette fameuse rampe. Pareil, là, personne. C'est un peu l'expérience aussi. Nous, on fait beaucoup de réhabilitation. C'est mon métier depuis très longtemps maintenant. Et du coup, j'ai fait pas mal de chantiers. Et du coup, on a fait, en visitant, on s'est dit, il y a quand même aussi, on a vu ce préau et on a vu qu'il y avait des matériaux nobles, notamment cette structure en pin. Et on a proposé de faire la structure et l'ossature de la rampe qui dessert les archives de la bibliothèque. Donc, on a pu les stocker, pareillement, les retravailler. Et on a fait toute l'ossature primaire à partir de tous ces panneaux de cloisonnement du préau qui n'existent plus pour le coup. Ensuite, on avait aussi pour tout ce qui était partie réemploi de tout ce qui était quincaillerie, chaudronnerie, pour la révision de l'ensemble des menus extérieurs. C'est-à-dire on a remplacé, graissé et les tringles des volets existants, des poignées d'ouverture des fenêtres. On a fait du complément de garde-corps, du complément aussi de barrières et aussi, particularité, ça c'était prescrit aussi dès le départ, on a fait les totems de l'accueil de la bibliothèque. En fait, c'est les portes d'entrée, les portes à lu qu'on a, qui accédaient au collège. Voilà. Donc on en a 3 sur le site. Donc pareil, là on les a retravaillés, on a fait un fond plein pour pouvoir faire l'affichage et ça, le rendu, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc voilà visuellement ce que ça. Voilà, c'est vrai que c'était très intéressant puisqu'on était un peu dans tout. C'était la particularité de notre lot puisqu'on était en 2 macro-lots, donc avec toute cette possibilité et le résultat, pour nous, est assez satisfaisant parce que on a découvert, on a improvisé, on s'est fait accompagner. Enfin, c'était plutôt sympa, quoi. C'est une très très bonne expérience au bout du compte. Je crois que l'exploitant s'est inscrit ce soir, donc s'ils sont dans la salle, peut-être qu'ils pourront témoigner après sur le temps de questions-réponses. Et merci Fabrice pour cette première présentation. Et on va passer à Thibaut, si tu veux nous parler de ta démarche et ta particularité aussi vis-à-vis du réemploi et comment tu travailles. Bonsoir tout le monde. Alors, comment les artisans arrivent sur un projet? Il y a un peu, en tant qu'artisan, j'ai droit un peu à tous les cas de figure. Il y a l'architecte qui me dit on récupère le parquet, débrouille-toi pour faire ce mobilier, cette banque d'accueil. Je veux Thibaut, est-ce que juste tu peux rappeler qui tu es et ta spécialité? Parce que je t'ai présenté rapidement tout à l'heure, mais ça peut être bien, tout le monde te connaît quasiment ici, mais peut-être s'il y en a un ou deux qui ne te connaissent pas encore. Quasiment. L'Officine du Réemploi, c'est une société qui a 4 ans aujourd'hui, et donc c'est une menuiserie traditionnelle qui a la spécificité d'utiliser des matières premières secondaires, donc du 100% réemploi. En fait, l'idée, c'est, moi, ce qui m'anime, c'est de m'inspirer d'un gisement et de faire avec l'existant. Et en fait, c'est que du bon sens. J'ai rien inventé. Le réemploi, tout le monde l'a déjà fait à petite ou grande échelle. Il y a une planche qui traîne, on va en faire une tablette, on va faire un truc. Donc moi, c'est c'est là-dessus que je me sens à l'aise. C'est ma zone de confort. Et donc j'interviens à 80% sur des marchés publics et des promoteurs et un tout petit peu de particuliers sur des projets un peu rigolos. Je suis tout seul dans la société et puis je sais m'entourer d'entrepreneurs motivés, couteau entre les dents sur les gros projets. Il y en a certains où on était 15 sur la pause, 8 à l'atelier, et voilà. Donc c'est très, très flexible et parce que l'activité est un petit peu en dents de scie, ce qui permet de s'organiser sur différents projets. Donc les projets, ça va être pour le bâtiment, ça peut être du bardage, de l'aménagement intérieur, de l'agencement ou de l'équipement. Ça peut être du mobilier. Donc sur cette première slide, le client, c'est le MAD, le Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Et donc le MAD a été en restructuration pendant 2 ans.
Et ils ont sorti de ces travaux beaucoup de matériaux. Le parquet de l'atelier, les poutres, une partie des poutres de la charpente. Et ils ont fait appel à un designer pour dessiner le mobilier de la zone d'accueil. Donc des grands caissons de rangement et une banque d'accueil. Je tiens à préciser d'ailleurs que c'est le bureau d'études, enfin l'AEMO Réemploi à Ruse, qui m'a fléché directement auprès de cet organisme public. Voilà, c'est eux qui avaient la charge de faire les diagnostics de ce projet. Et donc le design a été figé. C'était à moi de m'adapter et d'adapter le matériau au projet du designer. Ça demandait pas mal de flexibilité parce que vous voyez la slide en haut à droite et en bas à droite, c'est le même matériau. C'est le parquet du MAD, de l'atelier du MAD. Donc il y a un caisson ou deux qui devait être traité de manière très brute. Et en dessous, la banque d'accueil qui devait être impeccable. Et du coup, là, et comme disait Oriane tout à l'heure, le bois, c'est du bois. Donc l'idée, c'est de s'adapter, de rogner parfois un peu sur les marges par rapport à du bois neuf, parce qu'effectivement, le bois, il arrive un peu secoué, et donc il faut passer quelques heures dessus pour le rendre présentable. Et donc, je me suis fait accompagner d'un serrurier pour ce projet-là, pour les caissons inox. Alors là, un autre projet où la démarche de l'architecte, du client notamment, était complètement différente. Alors, il y a toujours un lien avec le MAD parce que là, le matériau... Alors, attendez. En haut, ce sont les anciennes voliges du MAD qui ont servi à faire banque d'accueil, tous les bardages intérieurs des corners des restaurants de ce projet du Grand Périgueux, qui est un projet de communauté de communes à 14 millions d'euros. Donc là, l'architecte m'a laissé carte blanche. Grosso modo, je lui ai dit, voilà, moi j'ai ça comme gisement disponible. Vous avez un besoin, c'est de faire du bardage intérieur et de faire du bardage extérieur. Donc pour le bardage intérieur et le mobilier, c'était les voliges du MAD. Et pour le bardage extérieur, c'était en fait des anciennes palettes Ikea. Donc moi j'ai proposé un proto à l'architecte qu'elle a validé. Elle ne voulait pas que ce soit remis à neuf, mais elle voulait garder plutôt la patine du temps. Donc ça permettait de rentrer aussi dans le budget, parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas le matériau, c'est la main-d'œuvre. Donc là, on a posé 150 mètres carrés plus ou moins de bardage extérieur avec ce bois qui a été juste tronçonné aux extrémités pour la goutte d'eau. Et donc c'est une approche radicalement différente avec celle du MAD, voilà, où d'un côté c'est très directif, débrouille-toi avec ton matériau, et de l'autre c'est j'ai un besoin, qu'est-ce que tu proposes comme gisement et sous quelle forme. Et donc les deux formes sont prétexte à la créativité finalement. Moi, ça m'a intéressé. Merci Thibaut. Sylvain, est-ce que vous pouvez vous présenter, Pyrénées Charpente? Donc vous venez de loin, merci d'avoir fait toute cette route. Bonjour tout le monde, donc Sylvain Larouille, je suis le directeur général de Pyrénées Charpente. Donc on est une société qui est basée dans les Hautes-Pyrénées à côté de Lourdes. On est une centaine de personnes aujourd'hui. On intervient sur un grand sud de la France, donc en gros de Bordeaux à Marseille tous les jours. Et notre cœur de métier aujourd'hui, c'est la construction bois. J'ai envie de dire dans tous ses états, puisqu'on va vraiment intervenir sur différentes typologies de chantiers. Une de nos particularités, c'est que, tel qu'on est staffé aujourd'hui, il y a un tiers des personnes au bureau d'études, un tiers des personnes en atelier et un tiers des personnes sur chantier. Donc, je vais vous parler de deux projets. Un qui est fini depuis un peu moins d'1 an maintenant, où vous avez sûrement dû en entendre parler parce qu'on a pas mal parlé dans le cadre du réemploi sur Bordeaux. Et en suivant, je vais vous parler d'un chantier qu'on attaque tout juste. Donc ça, c'est le préau sportif avec la maîtrise d'ouvrage la ville de Bordeaux, l'AMO, c'est BMA, et les architectes, bien sûr, c'est Moonwalk Local. Donc nous, on avait sur ce dossier-là vraiment toute la structure bois, toute la charpente, et après on avait un peu d'habillage aussi en bardage de réemploi à l'intérieur sur des locaux un peu annexes. Le gros travail qu'on a eu à faire donc, sur ce dossier-là, ça représente sur le réemploi, vraiment à proprement parler, c'est 25 mètres cubes donc, de charpente de réemploi, ce qui représente en gros 27% des éléments.
et donc 92 mètres carrés de bardage, de réemploi. Pour parler un peu, il y a un vrai sujet, nous, sur les boîtes structures et surtout dans ces volumes-là. Nous, par rapport aux ouvrages sur lesquels on intervient, il y a souvent des gros volumes aujourd'hui et il y a des vrais sujets autour de la ressource à proprement parler et des gisements. Donc, pour faire le préau sportif, on avait eu la chance d'avoir une maîtrise d'œuvre des architectes qui était quand même qui s'y sont pris en avance et on a eu un peu de temps pour trouver les gisements. Donc, nous, on a fait appel à différents chantiers. Il y avait un chantier où on faisait de la rénovation de charpente à Montauban. Donc on a démonté la charpente existante qui était à la base destinée à aller à la benne pour la réemployer. Après, il y avait un chantier de démolition à Bordeaux sur lequel on a récupéré des éléments. Et ensuite aussi, on a fait appel à Pachama, à côté de Cabreton, où on a récupéré des lames de terrasse, ce genre de choses-là. Donc il y a tout un gros travail, nous, au niveau de la réception des éléments. Donc bien sûr, il y a la collecte du bois. Après, il y a les mesures de résistance mécanique au Silvatest. Donc ça, c'est aujourd'hui, on travaille par rapport à des cahiers des charges qui sont donnés dans le cadre des marchés. Et après, on adapte, nous, à notre savoir-faire là, qu'on a pu commencer à développer. Et donc, il y a vraiment un gros travail en amont déjà de collecte, de tri, de repérage et après donc l'inventaire, l'étiquetage. J'ai parlé du Silvatest, pardon, je fais un peu dans le désordre, mais qui nous permet vraiment de faire tous les essais mécaniques et de s'assurer que chacun des bois qu'on va mettre en œuvre a la bonne résistance mécanique. Ça, c'est un parti pris de notre part, de vraiment tester tous les bois. Et après, il y a un gros travail qui est fait sur le nettoyage des éléments, où on sort notamment tout ce qui est les pointes qui peuvent être restées dans le bois. Et on passe un détecteur de métaux pour être sûr qu'on en a laissé un minimum avant de refendre pour avoir les sections qu'on a été calculées en amont dans nos bureaux d'études. Et enfin, pouvoir l'usiner pour ensuite que ça parte sur chantier pour que ce soit posé. Donc, fort de cette expérience, on a eu la chance d'être retenu pour faire le village du réemploi, ICOS, donc à Bordeaux aussi. L'AMO, c'est BMA aussi. Le promoteur, c'est AGC Contractant. Et les architectes, c'est A26 Architecture. Donc, on a tout le lot structure bois et le lot mur ossature bois. Donc là, on a des objectifs qui sont encore plus ambitieux puisqu'on a 64 mètres cubes de charpente et c'est 25% du volume des bâtiments. Donc on a vraiment fait un gros travail. On a eu la chance de trouver un gisement aujourd'hui qui correspondait relativement bien à nos attentes. Et sans spoiler ce que je vais dire derrière, mais on a pu dessiner par rapport au gisement qu'on avait trouvé de manière à avoir un minimum d'intervention à faire sur les poutres qu'on avait récupérées. Donc ça permet vraiment un gain de temps important. Et donc nous, on s'en sert pour faire des poutres treillis, notamment tout ce qui est membrure dans les poutres treillis. Et donc on réutilise ces éléments-là qui sont sollicités, mais de manière malgré tout un peu moindre, qu'on surdimensionne aussi. Justement, c'était la question qui venait après, c'était quels sont les points forts et les points clés, en tout cas, à avoir en tête pour justement réemployer ces matériaux et puis un peu l'avenir aussi de la filière, selon vous. Oui, alors je vais continuer par rapport à ça et à vos questions. Déjà, il y a des apprentissages qui sont vraiment importants. On parle de stockage de bois, ça commence à faire des volumes. On parle de bois qui étaient dans des endroits où ils ont pu passer, notamment je pense à Montauban, ils ont pu passer entre 60 et 80 ans dans des climats avec une hygrométrie particulière, un taux d'humidité particulier. Et on a eu quelques déconvenues. Malgré tout, arrivé sur chantier, c'était l'été dernier à Bordeaux, quand il faisait légèrement chaud, où on avait une dalle béton qui devait être à 50 ou 60 degrés, et on avait nos éléments posés dessus. Et on avait des bois qui se fissuraient complètement et qui s'ouvraient en deux. Donc on a dû remplacer pas mal de bois. Et aussi après, quand on récupère des bois, on a quand même aussi une bonne partie de chute ou de bois qu'on ne peut pas employer. Donc le contrôle qualité de
le contrôle qualité est hyper important. Ce qui a bien sûr nous a permis d'avancer énormément parce que quand on parle du préau sportif, pour nous c'était une découverte, mais c'était une découverte gros volume quand même. Donc avec des enjeux forts, une charpente compliquée, avec des portées importantes. Donc on a vraiment découvert et avancé avec la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Et c'était vraiment intéressant d'avoir ces interactions et de pouvoir capitaliser là-dessus. Après, il y a nos équipes. C'est super de trouver du bois, de l'assembler, enfin de le pré-assembler, pré-usiner, ainsi de suite. Mais derrière, il faut le poser. On a eu un vrai travail à faire là-dessus aussi auprès de nos équipes parce que ils ont des habitudes qu'ils ont développées au fil du temps et ils ont des habitudes d'avoir du bois droit, du bois propre, du bois bien raboté, voire poncé. Et il a vraiment fallu expliquer ça aussi aux personnes qui intervenaient sur chantier parce que là, les poutres étaient des fois un peu tordues, donc ils passaient plus de temps que ce qu'ils souhaitaient. Et donc, il y a eu vraiment un apprentissage par rapport à ça. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi et qu'on commence à faire avec des cahiers des charges qu'on donne aux démolisseurs parce qu'en fait, pour pouvoir réemployer ces bois derrière, nous, il faut quand même que ce soit bien démoli. Et donc, on leur donne un cahier des charges et c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait la première fois. Sur le préau sportif, on l'a fait là pour ICOS. Et en fait, on voit qu'on a des bois qui arrivent bien mieux rangés, bien mieux triés, qui n'ont pas été démontés avec amour, c'est-à-dire à grands coups de pelle. Donc derrière nous, ça a vraiment un impact fort pour notre réutilisation. Et donc après, on parle des hypothèses sur la résistance du bois en phase d'étude. Je vais accélérer un peu parce que sinon, à mon avis, on va passer la nuit ici. Donc, le retour d'expérience, les points forts, c'est hyper... c'est super. Par contre, nous, on est sur des échelles qui sont, j'insiste un peu avec ça, mais des échelles qui sont grandes avec quand même, du coup, ça donne pas mal de complexité. Je vous avouerai que les premières fois, quand on a dû rechercher du bois et sur ces volumes-là, on a eu des moments un peu de doute où on s'est dit il va falloir qu'on fasse le tour de la France pour avoir suffisamment de bois pour faire notre charpente, mais on voit qu'il y a des acteurs qui sont en train de se structurer, on voit qu'il y a des gens qui ont besoin aussi qu'on réemploie le bois, et donc il y a vraiment une politique globale qui fait que ça commence tout juste à rentrer dans les mœurs, et donc ça devient intéressant. Donc c'est bien sûr la réduction des déchets et de l'empreinte carbone. Du coup, je parlais de développement de la filière, puisque aujourd'hui il faut des projets... c'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais des espèces de démonstrateurs, des choses à grande échelle qui permettent après aussi que sur une moindre échelle, ça devienne quelque chose de classique et qu'on ne se pose plus de questions parce qu'on est quand même dans le test permanent et quand on fait des tests à cette échelle-là, il faut que ça marche à la fin. L'esthétique unique, ça c'est important aussi. S'il faut que quand on met du bois de réemploi en place, on sache que derrière, ça ne sera pas un bois blanc qui va être bien raboté et tout propre, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte dès le départ. Suivant nos sources, ils seront différents. Et par contre, nous, ce qu'on retient des usages qu'on en a fait quand même, c'est que c'est plus facile de réemployer du bois quand c'est non structurel, malgré tout. Même si aujourd'hui, nos deux vrais gros chantiers sont sur du structurel, la réutilisation de bardage notamment, c'est quelque chose qui marche très très bien et sur lequel nous, on a tendance plus à inciter aujourd'hui que de faire du structurel parce que le structurel, ça reste compliqué. Donc après, ce qu'on a marqué, les points à ne pas négliger, je vais faire un peu de lecture, je suis désolé, mais c'est anticiper le choix du charpentier, recherche de gisements et préparation des bois, l'état des bois massifs variables, autoriser le réemploi de BMA et lamellé-collé. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des gisements, quand ils démontent je sais pas, des décathlons par exemple, il y a beaucoup de bois lamellé-collé et qui va à la benne. Donc ça, c'est des bois par contre qui sont relativement droits, sur lesquels on peut récupérer les caractéristiques mécaniques et donc qui sont plus faciles malgré tout à réemployer.
Certes, il y a de la colle, je l'entends, c'est un fait, mais il vaut peut-être mieux que ça finisse dans une nouvelle charpente à toujours stocker du carbone, que ce soit laissé dans une décharge à pourrir et du coup rejeter le carbone. Après, effectuer une dépose soignée, valoriser les chutes de bois et les stockages de fin de chantier comme les éléments de remploi. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on a eu la chance de pouvoir faire sur Carbon Blanc. Donc là, on a le lot structure, juste, il y a un bardeur qui intervient sur une école. Et en fait, on a travaillé avec les architectes sur le projet. On leur a fait part que sur tous nos chantiers, il nous reste du bardage. Quand on fait un chantier, il nous reste toujours 10 mètres carrés, 20 mètres carrés. C'est un surplus dont on a besoin pour être sûr d'avoir suffisamment de matière. Et du coup, il nous reste différents types de bardage. Mais à notre échelle, ça fait des centaines, voire des milliers de mètres carrés qui nous restent et dont on ne sait pas quoi faire. On ne veut pas les détruire parce que ça a une valeur et on trouve ça bête. Et donc là, il y a un truc que j'ai trouvé personnellement hyper intelligent. Donc les architectes ont repéré tout ce qu'on avait. Ils ont fait travailler l'IA. Ils voulaient avoir une certaine fréquence sur les façades et à partir de toutes nos chutes, ils ont dessiné une façade complète. Et je trouve que le rendu est sympa. Les points à ne pas négliger, donc je vais finir, anticiper les échanges, fournir les éléments techniques avec le bureau de contrôle notamment et l'assureur. L'assurance, aujourd'hui, on arrive à se faire assurer, mais il faut vraiment montrer patte blanche et il faut vraiment bien expliquer tout du début à la fin. Et c'est quelque chose qui ne se fait pas en 2 jours non plus, parce qu'il y a vraiment tous les dossiers qui sont analysés, nous, par notre assureur. Pour le cas qu'il y a la SMA BTP qui ne met pas de frein, mais qui veut tout savoir. Comment ça va être fait, comment ça va être, comment on va tester mécaniquement, ainsi de suite. Et donc, il faut vraiment bien expliquer tout ça. Et on a une surprime d'assurance aussi, accessoirement. Participer aux échanges et au retour d'expérience pour la structure de la filière de réemploi, donc comme on fait aujourd'hui, je l'espère. Et une dernière chose, c'est quand même, ça reste quand même quelque chose d'important aussi, il faut en parler, c'est que pour nous, c'est plus cher de mettre en œuvre du bois de réemploi. On en parlait tout à l'heure de la main-d'œuvre. On a fait une grande fourchette, c'est entre 20 et 40% de plus. Ça dépend surtout du gisement que vous avez à la base, parce que même si vous n'achetez pas le bois, c'est des heures et des heures de traitement derrière. Sur le préau sportif, par exemple, on a 2 personnes qui ont travaillé 3 mois non-stop à arracher des clous sur les morceaux de bois. Donc, c'est des tâches aussi qui sont pas forcément hyper intéressantes, malgré tout. Donc, voilà, il faut trouver le bon équilibre. Et c'est toujours pareil dans ces premiers projets. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez fait au début, mais le chiffrage est quand même assez approximatif, puisque on tâtonne, on essaie de se projeter, mais derrière, là, sur le second projet, on pense qu'on sait à peu près où mettre le curseur pour à la fois permettre que le bâtiment soit réalisable et que nous, on gagne notre vie. Et je laisse la parole. Fabrice, alors pour vous, c'est plutôt une réussite cette expérimentation et notamment dans le cadrage du chantier, tu vas nous en parler. Après, si jamais il y a des contraintes aussi que tu as repérées, tu peux en parler. Oui, effectivement, parce qu'on avait vraiment un cadre qui était dans les pièces marché initiales, donc ça a permis justement de mettre confronter quand c'était nécessaire notre maître d'œuvre, maître d'ouvrage par rapport à ce qu'il souhaitait faire. Et donc dans le DCE, c'est d'avoir identifié les quantités, ciblé les volumes, une typologie de matériaux dédiés au réemploi et sa provenance, qui était plus ou moins le cas. Avoir un BET en économie circulaire, c'est beaucoup mieux, qui accompagne aussi au fil du chantier. Voilà, en l'occurrence Néo-Eco pour ce chantier. Et formaliser le marché avec les entreprises intégrant les données. Pourquoi ? Parce que quelquefois, il y a des clauses environnementales, c'est un autre domaine où il y a un peu de greenwashing, mais du coup, est-ce que c'est pas toujours formalisé ou en exécution, c'est pas toujours fait. Donc là, pour le coup, c'était bien déterminé au départ et formalisé. Donc, durant la phase chantier, c'est dresser un inventaire précis, ça c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que là, nous, on a les ressources, mais demain, on ne l'aura pas forcément. Un gros travail avec les matériaux tech ou pour les ressources. Donc, c'est déposer et stocker avec la prise en compte des pertes, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est anticiper un espace dédié aussi, parce que ça prend de la place, il faut un peu de volume aussi pour stocker. Même si là, on n'avait pas des gros volumes, malgré tout, quand c'était les portes planes étendues, ça en faisait pas mal à travailler. Donc, voilà.
c'est d'avoir un accompagnement et l'implication du BET en économie circulaire. Donc voilà, de la maîtrise d'œuvre et du bureau de contrôle. J'insiste aussi bureau de contrôle parce qu'on voilà, on essaie de là on a fait un peu de forcing notamment sur la rampe parce qu'on a été force de proposition pour la structure avec le bois du préau, pour aussi déclasser et passer en mobilier pour pas avoir d'avis défavorable ce fameux meuble écaille, mais c'était pas gagné. Pour la rampe également, donc on a vraiment insisté auprès de notre maître d'ouvrage et notre maître d'œuvre pour qu'il nous accompagne là-dessus. Et c'est ce qui peut être un frein demain sur faire davantage de réemploi. Et c'est être en mesure de compenser aussi, voilà, j'en ai parlé, avec une matériothèque. Pourquoi ? Parce que s'il y a un quart du marché, on s'aperçoit que finalement, on fait des visites chantier quand on fait, mais bon, on n'est pas là avec à son deck un tournevis ou une scie pour dire ouais, ça va tenir ou quoi. Il faut avoir la possibilité, parce que c'est un engagement contractuel, d'avoir une ressource qui peut différer de celle d'origine si initialement les matériaux étaient prévus sur le site. Donc les avantages, disponibilité de la ressource, voilà. Une économie financière sur les matériaux. Après, tu l'as dit, forcément sur la main-d'œuvre. Alors, on a pu l'absorber. Et évidemment, c'est pas évident aussi pour les entreprises d'estimer ce surcoût de main-d'œuvre, voilà, de le pondérer et de aussi faire accepter à nos maîtres d'ouvrage que quelque part, et majoritairement du temps, on aura peut-être une plus-value sur du réemploi. Ça peut peut-être choquer par rapport à des matériaux, mais nous, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui coûte vraiment, c'est la main-d'œuvre. L'élément prépondérant et les aléas de nos chantiers sont quasi exclusivement sur la main-d'œuvre. Donc, voilà. Donc, l'intérêt aussi, c'est de valoriser quand même les matériaux de seconde vie. Voilà. Moi, je fais beaucoup de curage. Je m'aperçois que faut voir ce qu'on a pu jeter par le passé. Voilà, je trouve ça dommage. Il y a des matériaux nobles, même s'ils ne sont pas forcément esthétiques, qui méritent une seconde vie. Et puis, on retrouve aussi pas mal de matériaux qui étaient faits il y a quelques années, qui sont très costauds. Et aujourd'hui, on ne fait pas forcément mieux. Donc, ils ont des durées de vie souvent bien meilleures que ce qu'on fait maintenant. Et puis, ce qui est important, c'est créer de nouveaux métiers aussi, parce que voilà, si on en a parlé, c'est des gens en atelier, c'est des nouvelles compétences. Ça permet voilà, de faire aussi de l'insertion. Voilà, je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Valoriser le savoir-faire des compagnons, c'est ça, avant tout pour nous, des artisans. C'est-à-dire, effectivement, faut se réinventer aussi. On est beaucoup. Le bâti neuf, il y en aura toujours, mais on a fait une bascule et je pense qu'elle va s'opérer davantage. Et ça s'est déjà amorcé sur tout ce qui est réhabilitation, seconde vie aussi des bâtiments, adaptation. Donc le réemploi, il a toute sa place encore plus par rapport à ça. Et par rapport à l'humain, je trouve que c'est bien de pouvoir avoir ces nouveaux métiers, d'orienter les gens sur ces nouveaux savoir-faire. Et après, pour nous, ce qui est intéressant, c'est justement de le valoriser. Maintenant, le retour d'expérience, il fait que maintenant, quand j'ai un appel, ça nous a éveillé aussi, moi particulièrement, dans le sens où sur les appels d'offres, on va pouvoir varianter à présent. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des curages et qu'on a fait les visites, par rapport à nos mémoires techniques, par exemple, on peut mettre en avant du réemploi. Alors, il y a un gros travail encore, mais il y a beaucoup de choses que ça avance par rapport aux matériothèques, dans le sens où effectivement, on peut proposer demain de stocker en matériothèque ce qui est issu de nos marchés de démolition, par exemple, ou de réhabilitation. Donc ça, ouais, ça a travaillé, ça chemine aussi. Donc voilà, des avantages. Bon, après, évidemment, sur le coût des matériaux, c'est sûr que par rapport à notre main-d'œuvre ou nos artisans, oui, tu l'as dit également, oui, c'est pas neuf, c'est pas forcément droit. Il faut s'adapter et il faut que les mentalités elles changent un peu là-dessus. Et bon, il y a un travail, ça chemine et je pense qu'on avance plutôt pas mal. Ce qui est plus vrai et plus facile dans les marchés publics parce que bon, il y a un peu de temps d'avance. Voilà, il y a un peu plus voilà, sur les marchés privés, ça vient aussi sur nos clients privés. Voilà, mais c'est à nous aussi, entreprises, de aussi le valoriser, ces retours d'expérience, pour le proposer, pour varianter auprès des clients qui n'auraient pas forcément cette conscience-là. Merci beaucoup.
On va passer à Thibaut. Si pareil, tu peux, via des projets, mais nous parler aussi des freins et des points, des avantages aussi, des points clés à trouver dans ce projet. Mais avec plaisir. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé de 2 projets qui étaient radicalement opposés par le brief du client. Là, c'est encore un petit... Ça marche ? Là, c'est encore un cas différent. Il y avait une demande, et là, l'architecte était vraiment... Là, c'est assez chouette, parce que c'était un travail vraiment main dans la main avec eux, pour essayer de trouver la bonne solution avec les gisements disponibles. Donc, c'était Baya Architecte pour le SMICVAL de Reignac. Donc, j'avais sourcé plusieurs mètres cubes de planches de peuplier et de pin des Landes, qui étaient vraiment... c'est des chutes de production, en fait. C'est pas exactement du réemploi. C'était sauver de la benne. Ils jetaient tout ça. Et donc, en fait, avec l'architecte, on a essayé... moi, j'ai proposé quelques versions pour des espèces de couloirs lumineux avec LED intégré. Ils avaient un premier dessin, donc je leur ai montré le potentiel du matériau. Comment est-ce que je pouvais le transformer, comment est-ce qu'on pouvait le mettre en œuvre, le suspendre, etc. Et puis, on a trouvé la solution ensemble, parce que l'idée de l'un fait réagir l'autre, etc. Donc, ça a fonctionné comme ça. Et on a pu également profiter de ce gisement pour la banque d'accueil, là, où on a saucissonné les planches pour faire un petit peu un système à clin, là, un peu en écaille. Et le dessus de cette banque d'accueil, ce sont des pistes de bowling. Et donc j'ai découvert comment c'était fabriqué. Plus jamais je retravaillerai des pistes de bowling. C'est juste un enfer. Et, je sais pas, sur chaque trait de coupe, il doit y avoir à peu près, je sais pas, 120 pointes à tailler. Il n'y a pas de colle. Et donc c'était assez amusant quand même, récupéré grâce à Cancan. C'était pourri jusqu'à l'os, on en a sauvé une bonne partie. Et donc là, ce cas de figure était intéressant. Mais tu parlais d'humain tout à l'heure, bah là c'est exactement ça. Le réemploi, en fait, c'est pas compliqué. C'est juste qu'effectivement, parfois, on fait du prototypage, parfois on discute, parfois on fait des réunions et on trouve des solutions ensemble, architectes avec artisans. Et ça, je trouve ça assez chouette. Et cet autre projet, alors là, c'était un peu plus gros, c'était pour Café Richard. J'ai dû m'occuper de la dépose du bâtiment, carrément, avec camion grue et tout. Et donc, j'ai déposé 7,5 tonnes de matériaux et j'ai réexploité 6,9 tonnes dans le nouveau bâtiment. Et donc, le reste a été... on a fait des dons à Tricycle, entre autres, à des assos, etc. Mais il ne restait plus grand-chose. Le seul truc qu'on n'a pas réussi à réemployer, c'est l'étanchéité bitumeuse en toiture. Voilà, c'était ça. Il y en avait 500 kilos. Et donc là, les poutres ont servi à faire les escaliers. Donc c'était du lamellé-collé d'épicéa. Donc j'ai remis avec l'ancienne terrasse en IP des nez de marche en IP sur l'escalier pour éviter que ça s'use. L'espèce de barre sert de contreventement. Ça, c'est un travail avec le gros œuvre. Voilà, les poteaux sont contreventés grâce aux barres. Donc en fait, c'est une co-conception avec architecte, gros œuvre et menuisier. Et donc là, c'était un échange permanent avec les architectes pour trouver la bonne solution. Lui, il avait un client très exigeant. Et donc, et qui est au final très très content du résultat parce qu'il raconte aussi une histoire dans ce restaurant d'entreprise de non-gaspillage auprès de leurs employés. Et donc, c'est assez... tout le monde était très content et moi le premier. On va finir avec toi, Clément. Alors, dans votre métier, il y a des sanitaires, mais pas que. Il y a aussi de la ventilation. Exactement. Et des idées. Donc, ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est un vrai défi. Oui, il y a du sanitaire. Mais aujourd'hui, on a décidé, alors pas seul, vous le verrez, mais on a décidé, EPL a décidé de s'attaquer à un vrai sujet qui est finalement le réemploi de ventilation. Alors, ce n'est pas un sujet simple, on n'a pas la réponse ce soir, je n'aurai pas la réponse à vous donner ce soir en tout cas. C'est un sujet qu'on mène aujourd'hui et qu'on essaie de faire avancer, d'aller dans un concret, dans quelque chose en tout cas de réaliste. Donc ce réemploi de ventilation, il est en fait sur
sur les terminaux de ventilation, qui sont les entrées d'air et qui sont les bouches d'extraction. Le défi, il est en fait que ce matériel, c'est un matériel qui réagit en fait, qui diffuse plus ou moins d'air en fonction de l'hygrométrie de la pièce, c'est-à-dire de l'humidité de la pièce. Donc sur ce défi, sur ce projet, il y a un vrai défi technique. Je développerai, pardon. Mais en tout cas, voici la chose que je voulais vous présenter, parce que c'est une vraie, pour moi qui gère chez EPL en fait ce dossier, c'est un vrai défi, une vraie potentielle innovation, quelque chose d'assez énorme. Donc la jeunesse du projet, on ne s'est pas dit un jour on fait du sanitaire, bon, on va faire de la ventilation parce que c'est chouette et parce qu'il y a peut-être quelque chose. Ce dossier, en fait, il est né parce que nous avons réalisé, donc, et c'est le remplacement le remplacement complet de la ventilation de la résidence Génie-Carvillon à Lormont, qui est une résidence de 104 logements. Et donc, nous avions on avait à peu près 300 éléments, voire 400 peut-être. Il faut imaginer 3 bouches par logement. Et peut-être, ça fait 600, en fait, c'est énorme. Donc, il y avait une part d'éléments à déposer qui était assez colossale. Et avec Dome France, on s'est posé la question, en tout cas, on s'est dit, mais est-ce vraiment cohérent de déposer tout ce matériel ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire ? Alors, encore une fois, ce n'est pas comme le sanitaire. C'est pas on prend un local technique au rez-de-chaussée, on vient nettoyer la ventilation, et puis finalement, on la repose. Cette ventilation, en fait, on l'a déposée avec le même principe qu'on a fait la dépose des éléments sanitaires aux premières parties. C'est-à-dire qu'on vient la déposer proprement. Là, c'est des photos lors des déposes des techniciens. Et on vient la stocker au dépôt, le temps qu'on sache quoi faire avec ces éléments-là. Donc maintenant que le pourquoi on l'a élucidé, il faut comprendre le comment. Comment faire ça, en fait. Le comment, on a réfléchi à 2 points. Le premier point, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il est en fait sur on s'est dit, on sait très bien faire du réemploi de matériel sanitaire, on sait remettre en état esthétiquement, faisons pareil pour la ventilation, on remet juste en état esthétiquement, sans se soucier de la technique, sans se soucier du matériel mécanique qui vient comprendre ou non s'il y a de l'hygrométrie dans la pièce. Cette solution, elle est bien, elle est belle, vous avez des exemples, mais cette solution, elle fait face véritablement à 2 problèmes qui sont, on l'a dit tout au long des diapos, c'est les assurances et les bureaux de contrôle. Cette solution, elle est belle parce que ça permet de mettre ces matériels sur des petits projets, sur les projets où tout le monde accepte un peu que, c'est du matériel réemployé, reconditionné, un peu comme des téléphones, mais ça ne va pas plus loin. Alors la deuxième solution, et c'est là la vraie difficulté de ce projet, c'est la deuxième solution, c'est de vérifier techniquement, c'est d'être capable de monter un banc d'essai pour dire ce matériel, oui, on l'a certifié, notre banc d'essai est certifié, donc voici du matériel réemployé, et on est suivi par des bureaux de contrôle, par des assurances. Donc allons-y. Donc l'enjeu, il est là aujourd'hui, en fait. Il est le développement de ce banc d'essai, de la mise en place de quelque chose de concret. C'est tout ça. Et puis, en fait, la difficulté, elle est aussi que EPL, c'est une PME de plomberie. Ce n'est pas à la base, et ce n'est toujours pas assez, malheureusement, un outil ou une entreprise qui est tous les jours face au problème du réemploi, qui va voguer contre toutes les problématiques pour développer des vrais sujets. Donc c'est un temps qu'on passe, qu'on arrive à passer, qu'on essaie d'avoir. Et puis donc c'est assez... voilà en tout cas la réalité de ce projet. Ce que je voulais aussi, j'ai commencé à l'aborder, c'est donc les leviers et freins finalement de ce projet. Les leviers, c'est le levier, en fait c'est le seul parce que il est quand même assez primordial, il est capital. C'est la galaxie d'acteurs hyperactifs qui sont autour de EPL et qui aujourd'hui sont autour de ce projet. Ces acteurs, ils sont vraiment importants parce qu'on les rencontre, ils nous font part de leur réalité, ils nous font part de
ce qui va être possible ou non. Là, en fait, quand je parle de ça, je parle de Nobatech, donc, qui est un bureau d'études spécialisé, et eux qui vont avoir la capacité de créer des bancs d'essai, de développer en tout cas des bancs d'essai. On a Terrao et Upcyclea que j'ai rencontrés aussi, qui eux vont avoir la capacité de nous produire, de nous donner des gisements, parce que c'est un frein, mais ces gisements, ce matériel, il faut l'avoir. Aujourd'hui, on l'a eu parce qu'on a fait un chantier, mais demain, si on veut si on veut que ça marche comme un peu le font des assos à récupérer du matériel sanitaire et avoir un vrai stock, il faut des chantiers de réemploi de ventilation avec du matériel assez récent. On a une contrainte de temps aussi. Et on ne peut pas prendre du matériel qui a plus de 30 ans parce que la ventilation, ça évolue, les contraintes évoluent, les demandes évoluent. Donc, voilà. Et puis le GPV aussi, que j'ai rencontré avec Domo France et Fred André au tout début de l'aventure et qui sont d'une grande aide pour tout ce projet-là. Et donc les freins, donc la réticence des constructeurs de ventilation, elle est à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que ces constructeurs de ventilation, on n'est pas là à leur dire, on est là à leur dire, je vais t'acheter peut-être du matériel je vais t'acheter du matériel mécanique pour mes bouches, mais je leur achète plus de ventilation, je leur achète plus de bouches, je leur achète plus d'entrée d'air. Donc on leur enlève un peu les produits qu'ils vendent. Donc ça les intéresse pas tellement. Aujourd'hui, en tout cas, pour les convaincre, c'est la croix et la bannière. Et même Domo France, qui a tenté de les contacter, fait face aussi à une réticence. Donc si Domo France, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, on va y arriver. La création, donc je vous disais, la création de ce banc d'essai, il est primordial. Pour demain, il est primordial. Cette solution, elle pourra pas être pérenne si on n'a pas quelque chose en tout cas, qui nous ouvre à des gros marchés, à des marchés où on a 100, 200, 300, voire plus de matériel à réemployer. Et puis, en fait, j'ai tout dit avant. Et puis le troisième levier, qui est la quantité importante de bouches et d'entrée d'air. Pareil, je ne vais pas me répéter, mais vous l'avez compris, je ne suis pas venu avec des solutions. Je suis content de vous partager ça parce que c'est quelque chose, moi, je suis responsable du réemploi et de l'économie circulaire chez EPL, malgré moi, parce que ça me plaît. Mais sur ma signature, c'est marqué chargé d'affaires. Donc on essaie de jongler, et c'est ça la vraie difficulté, c'est de trouver cette énergie, c'est de trouver du temps. Des gens, on en trouve, et c'est ça qui est super intéressant et qui permet de continuer. Et puis des événements comme celui-là, c'est assez exceptionnel parce que ça donne envie. À 20 ans, en tout cas, ça donne beaucoup de force dans toutes ces choses-là. Voilà. Merci. Merci à tous les quatre. Alors, on va passer aux questions-réponses, mais je voulais quand même vous remercier pour le travail que vous avez produit et sur la qualité de vos présentations. C'est hyper chouette à entendre, même si je vous connaissais déjà, donc j'espère qu'il y a des questions dans la salle. Mais avant de laisser la place aux questions, je sais qu'il y a des artisans qui sont là, et notamment j'en vois une juste devant moi qui voulait peut-être prendre une minute pour témoigner. Oui, ok. M'a coulé si vous voulez peut-être... juste témoigner de votre expérience. Bonjour à tous. Donc moi, j'ai participé au Jeudi de la reconstruction avec la Chambre de métier. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'y mette tous. On n'invente rien de nouveau, ça a toujours existé, sauf qu'on l'a perdu avec la richesse qu'on avait. On avait beaucoup de matières premières abondantes. Et donc du coup, on s'est tous pris dans ce confort. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on revoie notre façon de construire, de déconstruire. Donc c'est vrai que c'est encore une filière qui est assez nouvelle, assez fragile, on va dire, et ça dépend aussi des corps d'État. Donc nous, on fait l'étanchéité, comme il disait monsieur. Donc quand on enlève l'étanchéité, c'est assez compliqué encore pour recycler, même s'il y a Soprema, le fabricant de matériaux, qui s'y met, mais ça arrive tout doucement. Donc voilà, faut qu'on s'y mette tous, mais je pense qu'il y a encore du travail. Et donc il y avait un deuxième témoignage d'artisane. Bonjour. Alors, désolée, j'ai une voix un peu compliquée aujourd'hui, mais je vais essayer d'apporter mon témoignage également. Donc, j'ai également participé au Jeudi de la reconstruction, qui était très intéressant. Donc, pour ma part, je gère une PME qui est dans le même segment de marché que EPL, à la différence que nous ne faisons que très peu de réhabilitation, qui est, à ce que je comprends, une vraie source de
de réemploi en tant que tel. Donc moi, je suis essentiellement sur la construction de logements collectifs neufs, mais nous sommes de plus en plus confrontés à cette question de par plusieurs problématiques. Ça peut être tout bêtement des erreurs sur des chantiers. Nous adressons des chantiers de plusieurs dizaines, voire centaines de logements. Quand il y a un mitigeur, par exemple, qui ne répond pas à une norme NF que personne n'avait anticipée, par exemple, etc., que fait-on de ces 100 mitigeurs qu'il faut déposer, etc. Donc, petit à petit, je m'intéresse depuis un an à ces questions et c'est assez vaste comme sujet. La problématique principale, c'était auprès de qui je pouvais m'adresser pour trouver une filière de réemploi. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu travailler lors de ces échanges sur ces jeudis de la reconstruction. Et ma question pour EPL, c'est peut-être comment vous arrivez à estimer le temps de travail nécessaire. Vous savez ce que vous allez récupérer, vous savez à peu près où vous allez pouvoir les réemployer peut-être, mais j'aimerais savoir comment vous arrivez à gérer toutes vos équipes pour pouvoir anticiper la charge de travail qui peut être aléatoire. Alors, du coup, effectivement, on retourne dans ce réemploi, la réalité du réemploi de sanitaire. Alors, ce temps, je suis tout à fait d'accord avec vous, et puis on le dit, le réemploi, c'est un coût aujourd'hui, et cette estimation de temps, elle est assez difficile. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, moi, les dossiers que je vous ai présentés, les dossiers de Laurent Zahn et puis j'ai oublié le second, mais c'est des dossiers où l'anticipation du réemploi, elle est, en tout cas pour ma part, elle est très difficile. Pour le lycée Gustave Eiffel, on a proposé du réemploi, mais c'est à anticiper avant marché. C'est ça, avant l'exécution, vous parlez. Ouais. Mais on fait face à très peu de marchés où l'anticipation du réemploi, en tout cas, où c'est vraiment concret dans le DCE, dans le chiffrage. C'est-à-dire que très peu de marchés publics dans lesquels on est demandent une vraie valorisation, une vraie plus-value de ce réemploi. Parce que c'est une plus-value. Et alors là, pour Gustave Eiffel, ça a été durant l'exécution, en fait, directement avec l'OPC, avec l'archi, l'OPC, et puis la validation de BMA derrière, où on a estimé une plus-value. Mais j'ai pas d'Excel magique, ou j'ai pas de c'est compliqué. Je suis désolé, je réponds pas à votre. Je sais pas. On n'est pas forcément dans une réflexion de centre de profit et de retour sur investissement, mais vous avez une réelle volonté de faire du réemploi, oui, de le faire le mieux possible et d'avoir une démarche positive, que ce soit économiquement, socialement, etc. Donc, c'est pour ça que la motivation du dirigeant est un vrai point nécessaire. Exactement, oui. Ouais. Juste pour apporter une précision à ce qui a été dit, et notamment au retour d'expérience, sur les questions. Est-ce que tu peux te présenter, pardon ? Ah oui, pardon. Fred André, directeur innovation technique d'Homo France et le référent économie circulaire. Aujourd'hui, on a un projet sur lequel on a fait du retour d'expérience. Notamment, on a testé du réemploi d'équipements sanitaires sur un grand programme de 900 logements réhabilitation. On a voulu faire un premier test sur 20 logements sur les éviers, lavabos, douches et WC. Et on a accompagné un plombier qui n'en avait jamais fait, donc sur le process. Et tout à l'heure, ce que vous disiez sur la question de la qualité, effectivement, de la caractérisation du gisement à l'origine. Donc, on avait sur le projet de la déconstruction, et l'idée, c'était les équipements démontés, les remettre dans la réhabilitation qui est sur le même site. Donc, forcément, il n'y a pas question du stockage et autres, où c'était simple. Et donc, on a une économie de 2 500 € par rapport aux matériaux neufs. Mais par contre, dans la caractérisation du gisement à l'origine, on est parti sur les équipements qui étaient les moins dégradés.
Ce qui fait qu'en fait, le temps de main-d'œuvre, il se réduit simplement à du nettoyage. Et comme tu as dit, Clément, tout à l'heure, le remplacement de la tripaille un peu, entre guillemets, et ce qui nous permet, et quand on rentre et aujourd'hui sur ce projet, l'entreprise nous propose maintenant d'aller à faire 200 logements, 200 équipements sanitaires pour justement, puisqu'on a fait ce test, et on se rend compte qu'à la fin. Donc après, ça dépend des conditions de chantier. On était sur le même site, donc c'est facile, mais quand on va récupérer le gisement d'un site, il faut le transporter éventuellement vers un lieu de stockage, le temps qu'on le remette en œuvre. Il y a aussi le temps de le reconditionner, de le reposer. Donc en fait, ça va dépendre de la configuration du chantier ou de l'expérience dans laquelle on est. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? À propos de la réutilisation du bois pour vous, Sylvain, du coup, c'est quoi les principales caractéristiques que vous relevez ? Vous en avez parlé un petit peu, mais les caractérisations et les tests techniques que vous faites, c'est principalement la résistance en flexion. Et après, est-ce qu'il y a même intrinsèquement dans le bois, vous vérifiez des choses ? Est-ce qu'il y a des traitements à appliquer au bois directement pour pouvoir les rendre plus à même d'être utilisés ? Oui, alors il y a plusieurs tests. Il y a déjà un test, un contrôle visuel. Donc s'il y a les nœuds qui sautent ou pas, s'il y a des fissures ou pas avec certaines largeurs. Donc après, avec l'aide d'un Silvatest, là, on fait vraiment le contrôle mécanique de la pièce. Et derrière, après, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on l'a usiné, on va aussi le repasser au bac à traitement pour tout ce qui est insecticide et fongicide. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais il faut vérifier l'hygrométrie du bois pour pouvoir le remettre en place. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce qu'on a besoin de vérifier pour pouvoir le mettre en œuvre. Et typiquement, on s'était posé la question, on avait des bardages. Pour la partie bardage qu'on voulait réemployer, c'était les fameuses lames de terrasse qu'on voyait tout à l'heure, et on avait proposé de repasser à l'autoclave. C'était des lames qui avaient déjà été autoclavées une première fois, et on a repassé une seconde fois à l'autoclave parce qu'on ne savait pas trop comment ça s'était malgré tout un peu ressuyé. Et donc on avait pris le parti de doubler cette opération-là. Et du coup, est-ce qu'il y a un peu pour la même chose que PL, où vous devez valider techniquement vos produits pour pouvoir les réintroduire ? Est-ce que vous avez des normes derrière à respecter ? Est-ce que vous avez des inspections et des choses vraiment concrètes que vous devez respecter pour les remployer ? Les normes, typiquement sur la charpente, que ce soit du réemploi ou du neuf, c'est pareil pour nous. On a les mêmes résistances. Donc on se garde des coefficients de sécurité malgré tout, et ça on se met d'accord dès le départ avec le bureau de contrôle. En gros, on déclasse des bois qui étaient C24, enfin qu'on teste en C24, on les met en C18 grossièrement sur la résistance mécanique, mais après on doit répondre aux mêmes normes qu'un bâtiment classique, quoi. Il ne faut pas qu'on puisse faire la distinction entre réemploi et non réemploi. Dernière question, si je peux me permettre, et après j'arrête de vous embêter. Quand vous disiez que vous aviez du mal pour l'instant un peu au début à trouver du gisement de bois, est-ce que c'est principalement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont un peu placés comme vous à en récupérer, ou est-ce que c'est un peu la mentalité de déconstruction aujourd'hui qui font qu'il y a peu de bois à récupérer concrètement ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs comme vous qui sont un peu placés sur le même business ? Il y a des acteurs, il y a des choses qui sont en train de se passer un peu partout, hein, on voit des choses qui se montent. Après, il y a des questions de volume. Nous, on a besoin de beaucoup de volume d'un coup, et le mieux pour nous, c'est qu'on ait des sections qui se ressemblent, en fait. Et donc, par rapport à ça, c'est vraiment de trouver, je ne pense pas que ce soit les gens qui recherchent des gisements, c'est avoir le bon gisement au bon moment. Ou après, ça devient pour moi un autre métier de stocker. En fait, vraiment, si on veut avoir des gros volumes, il faudrait qu'on stocke du bois et on devient un négoce, quoi. Et donc là, je considère que c'est plus notre métier. Et à partir du moment, ce qui me fait peur perso, c'est qu'à partir du moment où il y aura des gens qui feront du négoce et qui prépareront le bois vraiment de manière à ce que nous, il soit directement utilisable, là, eux aussi prennent leur marge pour vivre, et qu'à la fin, on soit sur des prix qui soient intouchables, et du coup, on n'arrive plus à faire de réemploi. Après, je mettrai un petit bémol, j'en ai parlé avant, sur le réemploi du bois à grande échelle. Le bois, on stocke du carbone avec du bois. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait du bien aux forêts parce qu'elles sont quand même bien gérées, nos forêts françaises, malgré tout ce qu'on dit. Pour pas dire, elles sont très bien gérées, elles continuent de se développer. Donc, à chaque mètre cube de bois qu'on coupe, on stocke une tonne de carbone. Donc, si le bois derrière de la déconstruction n'est pas laissé à pourrir dehors, il continuera à stocker du carbone. Donc il faut voir aussi, ça fait partie des rares matériaux qui stockent du carbone, le bois. Donc il faut voir les limites de l'usage. Mais il n'empêche que je suis quand même persuadé du réemploi, et c'est pour ça qu'on en fait. Merci beaucoup. Il y
Une autre question, la Batalia. Au fond. Bonjour, Jean-Luc Courreau, je suis maître de conférence à l'Institut de mécanique de Bordeaux. Je travaille dans la construction bois, mais je suis plutôt dans mes activités. Depuis 25 ans, je casse du matériau. Voilà, et des matériaux de construction. Et je voulais savoir au niveau de la technique du Sival-Test par rapport à la question qui avait été posée. Le Sival-Test est étalonné sur des bois neufs et des classes de résistance qui ont été faites pour les résineux sur des bois qui sont issus de la forêt. Alors, je voudrais savoir comment le Sival-Test, ou comment vous pratiquez la décote par rapport à votre bureau de contrôle qui se base sur des normes qui sont établies sur du bois de forêt et pas, justement, dans le doute. On ne sait pas les performances du bois de réemploi parce qu'elles sont calibrées pour l'instant que sur du bois neuf et on n'a pas de retour d'expérience sur cette, en fait, sur la fiabilité de l'approche Eurocode. Alors, il y a des projets en cours qui montrent qu'en fait, peut-être que les méthodes vibratoires ou acoustiques, comme le Sival-Test, des fois ne sont pas aussi fiables dans le cadre des bois de réemploi. Et ça dépend du gisement, sachant que les lots pour caractériser ces capteurs-là sont beaucoup plus restreints parce qu'on a des gisements beaucoup plus réduits pour pouvoir établir ces résistances et ces prédictions. J'entends. Déjà, le Sival-Test, au début, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais ils l'ont quand même développé pour pouvoir tester les poteaux téléphoniques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne savait pas un poteau téléphonique en bois, savoir s'il allait tenir ou pas tenir. Aujourd'hui, il est quand même beaucoup utilisé aussi sur du contrôle et de l'expertise sur des ouvrages en place. Et en fait, alors, je ne m'en suis pas personnellement servi, et ce n'est pas moi qui fais les tests chez moi, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des réglages particuliers qui mettent en œuvre et ça ne correspond pas au bois neuf en fait, sur le Sival-Test. Vous dire exactement ce qu'elle a fait, comment elle a fait, je ne sais pas. Je dis elle parce que c'est Ambre chez nous là, qui s'occupe de toute cette partie-là. Mais je sais qu'on s'était posé la question, puisqu'on a essayé aussi sur des bois neufs de chez nous, justement avec des résistances, et en changeant les paramètres aussi, on avait ce doute-là ça pouvait varier du simple au double. La dernière chose qui est importante aussi de dire par rapport à ça, c'est que dans les gisements qu'on a eus, la majeure partie, enfin pour pas dire 95%, c'était des bois qui étaient en œuvre et dans des... Enfin, typiquement, pour ICOS, c'était des pannes et des solives de plancher. Donc, malgré tout, on sait qu'aujourd'hui, elles marchaient, elles ont tenu 80 ans. Donc, in fine, on peut quand même se dire, même si on dégrade après la résistance mécanique, on fait le contrôle visuel aussi qui nous permet normalement de caractériser les bois avec le simple contrôle visuel. L'un dans l'autre, on se dit quand même que les risques sont minimisés in fine. Toujours est-il que sur le préau sportif, là où on a la poutrée qui fait 40 mètres de long, la plus grosse, là par contre, enfin, ça avait été imaginé comme ça dès le départ. Ces parties-là, ce n'est pas du bois de réemploi, c'était du bois massif. Mais là, il y avait des enjeux et au niveau des assemblages, des contraintes telles qu'on ne voulait pas jouer. Un petit apport dans le public, peut-être sur le chiffrage de la part d'une maîtrise d'ouvrage. Bonjour, donc Benjamin Muller, je travaille à Incité. Effectivement, maîtrise d'ouvrage. Un complément peut-être pour les artisans, effectivement pour le chiffrage. Nous, on a eu un cas où on avait le choix pour des radiateurs, effectivement, de poser des radiateurs de réemploi ou non. Et en fait, on avait les entreprises qui faisaient deux types de chiffrage. Donc la pose en neuf ou la pose en réemploi. Et effectivement, le coût de la pose en réemploi en fait, était bien plus cher, pratiquement 2 fois le coût, parce qu'il ne margeait pas par rapport au radiateur. Et donc, c'est là où nous, on se rendait compte qu'en achetant des radiateurs de réemploi pratiquement vraiment pas cher, c'était, je ne sais plus, 30 € le radiateur au lieu de... Enfin, c'était 10 fois moins cher qu'en neuf. Via les compagnons bâtisseurs, on se rendait compte qu'on arrivait à faire quand même des économies, même si on payait 2 fois plus cher la main-d'œuvre. Et donc c'était finalement assez intéressant pour le poseur, parce que là, nous, on mettait l'argent vraiment dans l'humain et puis dans l'achat de matériaux. Et également, peut-être pour vous aider à estimer, en fait, je dirais pour les coûts,
Il y a aussi, quand on travaille avec des entreprises, globalement, en fait, ils font des tests sur 1 mètre, 2 mètres carrés. Ils voient combien de temps ils mettent pour faire de la dépose ou des reposes en réemploi. Et c'est vraiment ça qui vous aide à faire des devis. Je pense que l'expérience, il n'y a vraiment que ça qui aide, parce que typiquement, quand on fait des déposes, dans certains cas, vous allez avoir 15%, 20% de pertes. Et dans certains cas, ça va être 50%. Donc en fait, c'est trop important que chaque cas soit testé, parce qu'ils sont presque uniques. Donc, voilà. Merci beaucoup. Une dernière petite question. Quelqu'un ? Juste un point en complément, et notamment du point de vue d'un maître d'ouvrage, c'est vrai que le sujet prix va revenir de manière assez régulière et qui est primordial. Mais aujourd'hui, si on élargit la focale, on a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier, notamment sur les projets neufs, on va avoir l'échéance 2028-2031 qui vont nous demander des niveaux de carbone relativement faibles. Et sachant que la convention qui fait que le réemploi est pris à 0 dans la CV, donc ça nous permet quand même d'aller chercher les kilos de CO2 dont on a besoin. L'autre élément, c'est qu'il y a, notamment en termes de maître d'ouvrage, on a de plus en plus aussi de reporting sur un certain nombre d'éléments à faire, notamment que ce soit la CSRD, la taxonomie, tout ce genre de choses. Donc aussi, on a quand même des contraintes, puisque c'est lié aussi au financement, parce qu'il y a des sujets qui sont liés au financement. Tout à l'heure, vous le disiez aussi, le fait de monter en compétences et de pouvoir aussi à l'échelle locale de créer de nouveaux emplois, donc à travers les clauses d'insertion. On a aussi quand même ce biais-là qui est relativement intéressant. Si je complète aussi sur la question du bois dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, on est sur du captage de carbone. Et ce captage de carbone aussi peut nous permettre, nous aujourd'hui, maîtres d'ouvrage, d'aller chercher aussi du crédit carbone, qui est aussi monnayé sur le marché mondial. Donc aussi, ce sont des éléments économiques qui entrent en jeu dans les équilibres aussi des opérations. Donc il y a la question du coût proprement dit, mais comme tout sujet, comme on est en train de réapprendre quelque chose qui existait, donc forcément, les méthodologies et les cadres d'intervention sont encore très peu fiables. Mais on peut se dire que d'ici 2-3 ans, les choses vont un peu se stabiliser. Et il ne faut pas oublier également qu'on a eu le Covid, la guerre en Ukraine et maintenant le Moyen-Orient. On a quand même les matières premières qui ont augmenté de manière considérable. Et sur un certain nombre de matériaux, on a quand même soit l'écart qui s'est beaucoup réduit ou qui s'inverse. Et le dernier point que je voulais dire, c'était, je ne me rappelle plus, mais bon, voilà. Donc sinon, je pourrais dire plein de choses. Donc voilà. Mais en tout cas, la question du prix, je dirais, est importante, mais aussi en tant que maître d'ouvrage, et notamment les maîtres d'œuvre et tout le monde, il faut aussi regarder l'ensemble des externalités aussi qui viennent percuter, en tout cas, la question des projets. Et en complément aussi, il y a des normes qui se mettent en place. Je pense à la filière métal, par exemple, structure métallique. Aujourd'hui, on parlait de process de caractérisation. Là, il y a la réglementation professionnelle pour la structure métal qui fait qu'aujourd'hui, il y a un process bien établi qui fait que on rentre dans la technique courante. Et c'est vrai que petit à petit, je pense que ça va se développer aussi ce genre de caractérisation normalisée, on va dire, pour pouvoir faciliter en tout cas les mises en œuvre. Le dernier point, c'était de dire qu'on peut commencer à faire du réemploi sur des éléments qui ne rentrent pas dans le cadre de la décennale aussi. Parce que souvent, on est en train de parler de la question de l'assurance, bureau de contrôle et autres. Il y a plein d'équipements sur lesquels on peut faire du réemploi qui ne rentrent pas d'emblée dans la question de la décennale et qui permettent effectivement de se confronter au sujet, de monter en compétence et ensuite de le faire pas à pas. Maxime ? Oui, bonsoir. Je voulais juste rajouter un petit mot sur ce soir. En fait, ce qu'on voit, c'est que c'est une chaîne d'acteurs. Pour pouvoir accélérer ces enjeux de réemploi, on l'a dit, c'est d'abord les maîtres d'ouvrage et la charte métropolitaine sur l'économie circulaire et le réemploi, je pense, va continuer d'accélérer ces pratiques. Et ensuite, on voit bien que c'est une chaîne humaine sur la conception de la maîtrise d'œuvre et comment on la met en œuvre. Et sur cette économie du réemploi, c'est, comme le disait Fred, c'est où est-ce qu'on met cet argent en fait ? Est-ce que quand on fait du neuf avec un catalogue de matériaux qui ne sont pas construits en France, on met l'argent juste au niveau des artisans sur la pose ? Ou en fait, avec cette économie circulaire, en fait, c'est une économie locale qui va permettre de remettre la valeur au niveau des artisans parce que c'est la main-d'œuvre locale non délocalisable qui,
en montant en compétences, en montant en formation, va changer aussi cette échelle de valeur de l'économie locale et de la montée en compétences. Voilà, c'était juste pour mettre cet enjeu et cette répartition de la chaîne des acteurs dans cette responsabilité que j'espère voir accélérer localement. C'est parfait en mot de la fin. Merci Maxime. Pardon, tu veux intervenir ? Non, toujours à propos du prix, je voudrais rajouter un truc quand même sur lequel j'ai souvent des demandes de devis qui sont décalées. On va me demander d'être au même prix qu'un industriel parfois. Par exemple, faire le hall d'un immeuble où il va y avoir un pouvoir de communication fort pour un promoteur, certes, je vais être beaucoup plus cher qu'un placo peinture. Et après, d'un autre côté, on a envie de se dire, du coup, on va monter en compétences, on va grossir, et du coup, on va recaractériser le bois. Et ce que tu disais, à un moment donné, le bois, il va devenir beaucoup plus cher. Et déjà que c'est difficile de tenir les prix du neuf parce qu'il y a beaucoup... c'est un peu ouvrageux, à moins d'avoir une conception un peu maligne à la base avec les architectes pour limiter ça, limiter le temps de main-d'œuvre. Mais voilà, ça reste artisan vs industriel, et ça, il ne faut pas l'oublier. De la part des gens comme Domo France et tout le monde. Voilà. Je pense que tu n'es pas tombé au bon endroit. Non, mais... Tu n'es pas tombé au bon endroit, d'autant plus que depuis le mois de mai, on a généralisé le réemploi sur toutes nos opérations de construction neuve, réhabilitation, mais je sais, aujourd'hui on atteint les objectifs en tant qu'artisan, on arrive à s'entendre avec les promoteurs, avec tout le monde. Donc il n'y a pas de sujet. C'est juste qu'il faut faire attention à se dire on veut faire grandir la filière. C'est un comptoir, je parle de la filière. Et on fait grandir la filière, certes, mais peut-être pas trop non plus, parce que sinon, comme disait Sylvain, le bois va coûter très cher. Oui, mais la question que tu poses, elle est réelle. Simplement, aujourd'hui, je dirais, tu as quand même un équilibre global qui est à trouver. C'est comment on fait travailler à l'échelle du territoire, et notamment les entreprises qui sont à l'échelle locale, et donc tout type d'entreprise, mais aussi avec aujourd'hui un modèle économique du logement social qui n'est pas nécessairement aussi qui est simple. Donc aujourd'hui, c'est la question d'équilibre, comment on arrive à travailler ensemble, et notamment la question de l'économie circulaire. Ce qu'elle amène par rapport à ce qu'on a connu aujourd'hui, c'est une meilleure coopération d'acteurs, et notamment très en amont des projets, de manière effectivement à réfléchir et de mettre les compétences ensemble pour pouvoir optimiser les projets. Si je peux me permettre pour rebondir aussi sur ces deux mots-là, il faut arrêter aussi certaines fois des hérésies. On l'a vu là, on a fait des bureaux l'année dernière à Montpellier. Les dalles de bureaux devaient être récupérées, ça devait être du réemploi. Sur le principe, c'est quelque chose de très intelligent, et je pense, puis ça évite toujours pareil, de refabriquer ainsi de suite. Et c'est des choses sur lesquelles ils viennent mettre la moquette, donc on ne les voit jamais ces dalles. Il n'empêche que les dalles, elles sont venues de partout en France avec des semis, parce qu'il y avait quand même 5 ou 6 000 m², avec des semis ou des petits porteurs. Et en fait, l'impact à la fin de la dallette, qui est du réemploi, qui partait d'un bon sentiment, avait aussi en fait, un impact carbone catastrophique, parce que... Le transport dans le poids carbone des matériaux est quand même relativement faible par rapport à la question de l'extraction et de la question de la fabrication. Typiquement, donc, mais dans le bon sens, effectivement, devrait amener à ce qu'on en fasse. Typiquement, ça, c'est du bois. À l'intérieur, c'est du contreplaqué en 40. Donc, enfin, il n'y a pas beaucoup non plus de matière. Pour revenir au coût, moi, je tiens à rassurer nos maîtres d'ouvrage et nos architectes. Généralement, c'est les entreprises qui absorbent généralement les surcoûts. C'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans les mœurs. Et après, nous, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on se réinvente aussi. Le marché est relativement tendu. À part sur les spécificités, comme disait monsieur, sur des radiateurs, sur des matériaux très nobles, mais dans les appels d'offres, généralement, quand on a 15 ou 20% des flux qui sont en réemploi, on est au bout du bout, ce qui est déjà énorme sur des chantiers. Donc 15 ou 20%. Bon, voilà, faut avoir l'habitude aujourd'hui de le prendre en compte, et il faut prendre les devants par rapport à ça. Ce que disait madame aussi tout à l'heure, après, généralement sur les travaux courants, moi le REX expérience que je vais avoir, c'est cela à peu près 30% de surcoût, en fait, mais qui est de coût dans la manœuvre. Donc il y a un moindre coût sur la provenance des matériaux, finalement, qui est peut-être divisé par 2 ou 3, suivant ce qu'on fait. Mais après, on a le surcoût sur la main-d'œuvre. Après, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est l'implication aussi de l'encadrement. Parce que c'est du temps. Il y a bien sûr les compagnons
les artisans qui vont travailler, mais en encadrement, ça génère aussi du temps supplémentaire pour faire les inventaires, se déplacer peut-être davantage, faire des essais, etc. Donc voilà. Après, je pense que majoritairement sur les travaux classiques, de toute manière, ça va devenir ça va revenir quasiment au même coup que les projets qu'on a l'habitude de traiter finalement sur ce qu'on a. Voilà, peut-être pas pour toi sur peut-être de l'agencement sur mais c'est à nous. Les entreprises vont l'absorber. La difficulté, le travail de fond va être beaucoup sur la ressource et les gisements, sur les matériothèques, pour pouvoir soit faire toute la provenance du réemploi ou soit faire la compensation, sans pour autant faire de différence sur l'esthétique. Voilà, c'est un autre sujet, l'esthétique du réemploi. Voilà. C'est une belle transition. Exactement. Puisque ce sera notre prochaine table ronde. Et la dernière cette fois, parce qu'on vous en annonce à chaque fois une autre, mais ça sera la dernière. Je crois qu'on a une petite slide. Exactement. Voilà, le 24 septembre, vous pouvez prendre note. Le réemploi change-t-il notre manière de concevoir les espaces? Et nous n'allons pas avoir ce débat ce soir. Mais le 24 septembre, Boris, tu voulais juste passer... Oui, là, du coup, ce sera sur l'aménagement intérieur, design et scénographie pour cette table ronde-là. Et je voulais passer juste sur le calendrier de nos partenaires, du coup, Mage Centre de formation qui organise 2 formations sur le réemploi et bâtiment zéro déchet. Donc, je vous laisse voir les dates ici. Et le calendrier aussi de la Maison de l'Architecture 308 qui fait une rencontre circulaire à la base du réemploi à Mérignac le 15 octobre à 18h30. Et donc, dernière page de pub. Ouais, je te laisse la faire. Ouais. Il nous reste des petits guides qu'on a co-construits et co-rédigés avec tous les acteurs de la chaîne, mais aussi et surtout avec un cabinet d'avocats sur le réemploi et les aspects juridiques pour les artisans. Donc n'hésitez pas à venir vous servir, j'en ai quelques-uns ici. Et les prochains, ce sera plutôt dédié aux maîtrises d'ouvrage, aux maîtrises d'œuvre, normalement avant la fin de l'année. Mais pour l'instant, j'ai cela. Et toutes les tables rondes sont accessibles en vidéo, du coup en ligne sur le site de l'Ordre. Et vous allez sûrement recevoir un petit questionnaire sur la satisfaction de cette soirée. Merci beaucoup à toutes et tous pour ce soir. Merci beaucoup.